Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez longtemps consacré votre vie à des petits papiers avant de donner naissance à un gros livre devenu un best-seller. Ce succès ne relève pas de la moindre étude ou du miracle, même si Dieu et la science y sont très présents. Bonjour Michel-Yves Bolloré. Bonjour Jacques. Alors, vous êtes l'une des surprises littéraires de l'année avec ce livre de 600 pages, Dieu, la science, les preuves, l'aube d'une révolution chez Guy Daniel. Il y a même une édition collector qui vient de sortir. On va évoquer ce livre et son succès totalement inattendu, mais qui correspond à l'ère du temps. Mais le principe des clés d'une vie, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Eh bien, écoutez, avec plaisir. Alors, la première ne vous concerne pas directement, mais elle concerne votre famille. C'est le 6 juin 1944. Nous irons au cœur du monde par la boue. Car ce jour-là, un Bolloré débarque sur la plage, votre oncle Gwenaël Bolloré. Oui, c'est tout à fait vrai. En fait, il y en a eu plusieurs dans la famille qui étaient à Londres ou qui ont débarqué en Normandie. Mais mon oncle Gwenaël Bolloré c'est illustré spécialement parce qu'en fait, il a débarqué le 6 juin. Et le 6 juin, les Anglais n'ont permis et les Américains, qu'à 177 Français de débarquer, le fameux commando des Bérets Verts qui était sous le commandement écossais à l'époque. Voilà, et il se trouve qu'il a fait un livre derrière racontant le débarquement. Mais ce qui est étonnant, parce que c'est quand même une histoire de famille importante, c'est qu'il a vendu son cheval au départ pour aller à Londres rejoindre les forces françaises libres. Oui, tout à fait. Et ils ont acheté une petite barque de 6 mètres, dont il a retrouvé d'ailleurs plus tard, il l'a fait mettre dans son jardin. Donc ils sont partis à 6 avec un autre oncle qui s'appelait Marc Tubé. Ils sont partis à 6 dans un bateau, c'est minuscule, de 6 mètres, traverser la Manche au milieu des bateaux allemands. Voilà, à moitié gelés. Ils sont arrivés à moitié gelés le lendemain. Et en plus de ça, ils ont été mis en prison parce qu'on ne savait pas qui c'était. Donc, forcément, les gens passaient par une étape prison, garde en tout cas, en Angleterre. Voilà. Il se trouve qu'il y a d'autres jeunes qui ont fait comme lui, qui ont pris un bateau à cette époque-là. Et ils sont arrivés à Londres, personne ne les connaissait. De Gaulle les a pris sous sa protection, sont devenus les cadets de la France libre, qu'on a mis dans des écoles et qui sont devenus des soldats. Alors, il y avait aussi, à Londres, il a retrouvé René III, qui était son frère, qui était arrivé quelques mois plus tôt. Michel. Alors effectivement, mon oncle René, qui était plus âgé que Gwen, était déjà arrivé à Londres et il travaillait pour le général de Gaulle, avec d'ailleurs quelqu'un qui est devenu un oncle mari de ma tante, Pierre Haas, qui était le responsable du contre-espionnage de Gaulle à Londres. Et sous un pseudonyme, je crois, les Bollinger, comme le champagne. Alors en fait, mon oncle Gwen, comme beaucoup de Bretons, avait un peu un penchant pour la boisson. Peut-être pourtant, il était quand même très jeune à l'époque, puisqu'il avait 16-17 ans. Mais il avait trouvé que la marque, puisqu'il y avait des noms de code, les gens avaient des noms de code, et puis c'était pas trop loin de Bolloré, donc il avait choisi comme nom de code Bollinger. Voilà. Et il se trouve que la France libre, au moment où votre René III donc est arrivé, c'était votre oncle, il y avait 7000 Français seulement dans la France libre en octobre 40. C'était rien. Personne n'y croyait. Je crois qu'on mesure mal à quel point jusqu'en 42. De Gaulle a été seul, où il y avait très très peu de gens. Et c'est vrai que les Bretons se sont pas mal illustrés, notamment avec, on le sait, tous les hommes valides de l'île de Sein qui ont réussi à quitter leur île pour partir en Angleterre. C'est assez... Beaucoup de Bretons sont partis en Angleterre. On a dit beaucoup sont partis de Bordeaux, mais encore plus de Bretagne. Certainement de Bretagne de plus, oui. Alors, il se trouve aussi qu'il faut le savoir que Gwenaël Bolloré a été myope. Il a dissimulé son âge pour pouvoir rentrer dans les forces françaises libres. Donc, il a dissimulé les deux. Il a dissimulé et sa myopie et son âge. Voilà. Alors ensuite, je l'ai rencontré un jour, jeune journaliste, pour l'interviewer. Et c'était à l'époque où il s'occupait de fouilles sous-marines. Parce que là aussi, un Bolloré s'est illustré dans les fouilles sous-marines avec beaucoup de livres et même aux éditions de la Table Ronde. Alors effectivement, c'est tout à fait étonnant. Il a eu très très tôt, dès les années 60, ce sentiment de la protection de la faune et de la nature, et notamment des poissons, dont il a même créé un musée en Bretagne. Ce musée existe toujours. Mon frère s'en occupe beaucoup pour le garder en très bon état. Je crois qu'il a eu des pièces tout à fait exceptionnelles. Et il avait un bateau un peu de pêche justement pour essayer pour essayer d'avoir des poissons rares et puis d'essayer de les garder, de les élever. Et je crois qu'il a été vraiment un des premiers peut-être avec quelques autres comme Bombard et d'autres, à voir que la planète était fragile et qu'il fallait vraiment protéger tous les animaux.
Et à l'époque, personne ne s'y intéressait. Il s'occupait même des dinosaures. Aujourd'hui, ça intéresse tous les enfants et ça intéressait personne à l'époque. Tout à fait, absolument, absolument. C'est tout à fait vrai. C'était très original. C'était très original au sens où ça ne se faisait pas du tout. Et c'était un goût naturel pour lui. Il le faisait pas à titre, il l'a pas fait ni à titre mercantile, ni à titre politique. Il l'a fait parce que c'était son goût personnel. Alors là, on a parlé de votre oncle, mais il y a votre père Michel. Et votre père Michel, Michel-Yves Bolloré, d'ailleurs, je pense que votre prénom vient de là, il a repris la papeterie familiale qui existait, je crois, depuis 1822 par votre arrière-arrière-grand-père. Oui, absolument. En fait, c'est une affaire familiale qui a été fondée en 1822 sur la fabrication de papier mince dans un moulin, comme ça se faisait à l'époque, c'est-à-dire des choses à la main, bien sûr, ça s'est industrialisé plus tard. Et mon père, après la guerre, mes deux oncles, Gwen et René, ayant fait la guerre, avaient évidemment raté leurs études, ils n'avaient pas fait d'études. Mon oncle Gwen est parti à 16 ans, donc il n'a jamais passé son bac, bien entendu. Ce sont des héros tous les deux, mais quand on est né des héros, il n'a pas fait d'études. Mon père Michel est resté en France, lui il avait fait des études, et ce sont ses deux frères qui lui ont dit, écoute, sois gentil, il faut que ce soit toi qui dirige l'affaire familiale, dans laquelle ils étaient associés tous ensemble. Alors le terme papeterie, je ne sais pas si vous le savez, Michel-Yves Bolloré, est apparu en Europe entre le XIIIe et le XVe siècle, et il vient du mot latin stianonarus, ce qui veut dire immobile ou permanent, et à l'époque c'était des commerçants qui servaient d'intermédiaires entre les éditeurs et les universités. Eh bien, je ne le savais pas. Alors, il fabrique à l'époque du papier à cigarette, c'est un véritable succès, et vous grandissez là-dedans parce que je crois que vous êtes le troisième de la fratrie des Bolloré. Exactement, mes parents ont eu 5 enfants, mon père à 30 ans, aujourd'hui ça semblerait extraordinaire, mon père a 30 ans et ma mère a 29, ils avaient déjà 5 enfants à 30 ans. Chantal, Françoise, Laurence. Chantal, Françoise, puis moi, puis Laurence, ma petite sœur, et enfin Vincent, mon frère. Vincent Bolloré, à l'époque que personne ne connaissait. Absolument. Alors, il se trouve aussi que votre jeunesse, je pense, a été bercée par des personnalités comme Françoise Sagan ou Georges Pompidou. Alors, mon père avait été qui était un très bon homme d'affaires, mais il avait un énorme goût littéraire, un énorme goût pour les tableaux, pour les œuvres, et il a beaucoup fréquenté, c'était très intéressant à la maison, des gens qui étaient tous très amusants, mais qui étaient en même temps des artistes, si je puis dire, importants. Et notamment, il y a eu à la maison Françoise Sagan, Bernard Buffet, et plein d'autres. C'était vraiment très intéressant de vivre avec eux. Et Françoise Sagan qui doit beaucoup de choses au papier, puisque l'été 53, elle s'est enfermée chez elle. Elle a écrit Bonjour Tristesse en 6 semaines. Elle l'a montré à l'une de ses amies qui était Florence Malraux, qui a trouvé l'éditeur et on connaît la suite. Oui, absolument. Alors, en revanche, vos études, Michel-Yves Bolloré, c'est pas littéraire, c'est scientifique plutôt. Oui, absolument. Moi, j'ai beaucoup aimé la science. J'ai découvert à l'adolescence que c'était absolument passionnant. Je trouve que les études, j'ai gardé un souvenir assez moyen. Et même, j'étais pas un très bon élève, je dirais jusqu'à l'adolescence, 15-16 ans à peu près, parce que pourquoi on apprend des choses qui sont finalement assez ennuyeuses. On apprend à écrire, on apprend à lire, on apprend à compter. Finalement, c'est un peu à l'âge de l'adolescence que le puzzle se met en place. Et j'ai découvert vers 15-16 ans que finalement, apprendre, étudier, c'était très très amusant, c'était très intéressant. J'ai été immédiatement frappé par les matières scientifiques et j'ai eu un goût très jeune pour notamment la chimie. Voilà. Et la chimie et la physique. J'ai beaucoup aimé ça. Et je crois que vous avez fait en 68, non pas les manifestations, mais une maîtrise d'informatique. Oui, oui, absolument. J'ai fait donc une école d'ingénieur à Toulouse, qui était dont la section, moi j'ai pris, ça s'appelait le mot informatique n'existait pas à l'époque. Et oui. Ça a été inventé par Alain Minc bien après. Donc c'est ce qu'on appelait à l'époque des mathématiques appliquées. Mais c'était vraiment très très intéressant. C'était l'époque des tout premiers ordinateurs. Alors, ils étaient très, très grands, ils couvraient une surface de parquet considérable et ils avaient une puissance qui serait aujourd'hui ridicule parce que même un ordinateur qui tiendrait sur 500 ou sur 1000 mètres carrés n'aurait pas la puissance d'un ordinateur portable d'aujourd'hui. Et l'année où vous avez fait la maîtrise de l'informatique, c'était 68, c'est l'année des premières démonstrations d'une souris inventée par un ingénieur américain qui s'appelait Douglas Carl Engelbart. Alors c'était formidable parce que ça a été une époque absolument foudroyante. Finalement, ces années 60 dont tout le monde parle beaucoup, c'est vrai qu'elles étaient extraordinaires. Tout le monde le sait, elles ont été très très amusantes en littérature, en chanson, etc. Mais elles ont été aussi extraordinaires en sciences. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. C'est 69, je crois,
le premier homme qui marche sur la Lune. C'est quand même une époque formidable. C'est le début des ordinateurs. C'est le début vraiment, au point de vue scientifique, d'une accélération absolument prodigieuse. Et en même temps, c'est le début aussi de l'évolution des entreprises. Et vous allez faire à Dauphine une maîtrise et un doctorat en gestion des entreprises, ce qui est assez novateur aussi, Michel-Yves Bolloré. Oui, alors moi, mon goût, c'est la science. Ça, c'est clair. Pour moi, c'est ce que j'aimais. Mais il fallait ensuite de ça participer aux affaires familiales. Et évidemment, ce qu'il fallait, c'est faire de l'économie, de la gestion des affaires. L'université Paris-Dauphine venait d'être créée à l'époque par De Gaulle qui avait quitté l'OTAN. L'université Paris-Dauphine a récupéré, qui est né à ce moment-là, a récupéré l'ancien bâtiment qui était l'OTAN, qui était Porte Dauphine. Voilà, Porte Dauphine, près du périphérique. Cette université a commencé, elle était une université privée, elle avait donc un très très bon niveau, c'était très très intéressant, et j'ai eu beaucoup d'amis et beaucoup de très très bons professeurs, et donc j'ai fait effectivement une maîtrise de gestion des affaires, et ensuite j'ai fait un doctorat. Voilà, parce que vous deviez effectivement préparer l'avenir. Exactement, c'était exactement pour ça. C'est très intéressant, je trouve l'économie très intéressante. Je préfère la science, personnellement. Mais bon, voilà, l'économie, c'était plus pratique, c'était plus utile. Et ça vous a servi à en parler avec une autre date, le 14 mars 1985. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel-Yves Bolloré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel-Yves Bolloré. Nous parlerons tout à l'heure de ce best-seller chez Guy Trédaniel, Dieu, la science, l'épreuve, que vous avez écrit avec Olivier Bonacier. Mais là, on revient à une date qui vous paraît mystérieuse. Le 14 mars 1985, c'est votre première télé. Dans l'enjeu, un reportage de François de Causet qui s'appelle Quimper gagne. On vous voit arriver dans l'entreprise familiale et discuter avec un Américain en anglais. Vous en souvenez? Oui, écoutez, j'avais complètement oublié cette date. C'est très intéressant parce qu'en fait, avec mon frère, nous avons donc racheté l'entreprise familiale qui avait été vendue au groupe Edmond Rothschild avant en 1981. Ouais, Vincent Bolloré, votre frère. Voilà, nous l'avons racheté en 81, mais on a eu comme d'abord au début un certain nombre d'années difficiles. Donc c'était les années peut-être 81 à 85, et 85, ça a été le début du succès de cette entreprise familiale. Et donc c'est des bons souvenirs, ça, 85, oui. Alors, il faut savoir quand même que votre père a fait de mauvaises affaires, d'ailleurs, il en a fait une dépression, et que Edmond de Rothschild l'a racheté. Il faut savoir qu'Edmond de Rothschild n'était pas seulement un financier, mais un artiste, et pas seulement parce qu'il avait épousé Nadine Tallier, comédienne. Le soir, dans les fêtes caritatives, il chantait du Sinatra et du Trenet, c'était son grand bonheur. Oui, absolument. Edmond de Rothschild était quelqu'un d'extrêmement gentil, d'abord. C'est vraiment quelqu'un qui était très, très bienveillant, très, très gentil, qui aimait beaucoup s'amuser. Il était très simple, il était très modeste, il n'était pas du tout ni mondain, ni prétentieux. Et il aimait énormément, d'abord il aimait beaucoup s'amuser, et il aimait beaucoup ça, effectivement. Il chantait, il avait beaucoup d'amis autour de lui qui étaient des gens, beaucoup de gens très amusants. Voilà. Alors il se trouve que effectivement l'entreprise est en péril, et avec votre frère Vincent qui vient de la banque, vous dites il faut sauver l'entreprise. Oui, absolument. Et nous avons eu cette possibilité de lui racheter. Edmond Rothschild était vraiment très ennuyé par cette affaire qui perdait depuis des années beaucoup d'argent. En plus de ça, il y a eu l'arrivée de François Mitterrand qui faisait peur, bien sûr, à pas mal de patrons. Edmond Rothschild s'est dit qu'il fallait absolument qu'il se débarrasse, et ses troupes lui ont dit qu'il fallait se débarrasser de cette affaire qui était vraiment mauvaise. Mon frère et moi, nous n'avions à l'époque rien à perdre, bien entendu, et donc nous avons racheté cette affaire, comme tout le monde sait, donc ce n'est pas un secret pour rien, en fait, pour un franc. Et bon, voilà, si on gagnait, on gagnait tout. Si on perdait rien, puisqu'on l'avait acheté pour rien. Et donc, il y a eu quelques années difficiles, mais effectivement, après, il y a eu des tournants, et il y a eu une évolution qui a fait que ça a été le début vraiment de l'essor de cette affaire. Et au début, avec Vincent Bolloré, Michel-Yves Bolloré, vous êtes partagé les tâches. Exactement. Mon frère était président, j'étais directeur général. Moi, je m'occupais plus de la partie industrielle. Lui s'occupait, bien sûr, il venait de la banque. Il avait travaillé d'ailleurs chez Edmond Rothschild. Donc, il s'occupait plus de la partie, bien sûr, juridique, financière, etc. Et donc, toutes ces années, même si elles ont été difficiles, voilà, ce sont des souvenirs pour plus tard. Ce sont des souvenirs. Et d'ailleurs, en fait, finalement, on se forge dans les mauvaises années, pas dans les bonnes. Les bonnes, on récolte du travail.
Mais en fait, les années où on devient quelqu'un, probablement, c'est les mauvaises années. Et dans l'enjeu, dans ce reportage présenté par François Closet avec Emmanuel Delataille, on vous présente comme une entreprise exemplaire, l'exemple à suivre des entreprises qui risquent de mourir et qui vont vivre. Et à l'époque, personne ne connaissait Vincent Bolloré ou la famille Bolloré, Michel-Yves Bolloré. Oui, on était devenu, en fait, c'était une toute petite entreprise. C'était une entreprise régionale qui était complètement inconnue en France. Elle aurait disparu, ça aurait fait du bruit en Bretagne, mais ça n'aurait pas fait du bruit en France. Donc c'était pas une grande chose. C'était une affaire qui était spécialisée sur des papiers minces, mais qui avait une niche, était une activité dans le domaine de ce qu'on appelle les diélectriques, c'est-à-dire les papiers isolants électriques qui sont devenus ensuite des plastiques électriques et qui ont eu une très très grosse expansion et qui l'ont toujours d'ailleurs, puisque les films électriques servent aujourd'hui beaucoup dans toutes les batteries. Voilà. Et vous avez supprimé ce que Régine a chanté. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Elle chantait cette chanson à Bobino et elle avait un boa autour du cou avant de chanter la grande Zoa. C'était assez impressionnant. Et c'est vrai que les petits papiers, avec votre frère Vincent, Michel-Yves Bolloré, vous avez compris que c'était fini, qu'il fallait faire autre chose. Exactement, c'est-à-dire que pratiquement, je pense que c'est comme ça dans tous les produits industriels, mais pratiquement tous les produits que faisait Bolloré ont disparu. Ils ont disparu pour des raisons simplement technologiques. On faisait du papier carbone. Je pense que les jeunes ne savent même pas aujourd'hui ce que c'est qu'un papier carbone. Ça servait aux machines à écrire. À l'époque, ça servait aux machines à écrire. Et puis, il y avait dans tous les formulaires ce qu'on appelait les one-time, c'est-à-dire les liasses, où il y avait des papiers carbone. Donc, tous ces papiers-là, qui étaient très, très importants, ils ont disparu de façon très, très brutale avec les photocopieuses et puis avec d'autres applications. D'autres papiers, par exemple, le papier Bible, qui à l'époque était très important, on imprimait beaucoup de missels et de Bibles avec des papiers Bible. C'est un papier qui a quasiment entièrement disparu. Il reste peut-être la Pléiade aujourd'hui, mais c'est presque tout. Papier à cigarette, on a commencé à comprendre à l'époque que la cigarette était un danger pour la santé. Ça a commencé à baisser, et puis il a été produit d'ailleurs dans d'autres pays. Et puis même le papier électrique a disparu lui-même, ou pratiquement complètement, il a été remplacé par des films plastiques. Donc en fait, les produits ont tous des durées de vie, et nous sommes arrivés, enfin c'est pour ça que l'affaire d'ailleurs allait très mal, nous sommes arrivés à un moment où tous ces produits, sauf un, étaient en fin de vie. Et il a fallu tous les arrêter. Voilà. Et le papier à cigarette, en fait, je me suis un peu renseigné, c'est un Perpignanais qui s'appelait Jean Bardou, je ne sais pas si vous le savez, Michel-Yves Bolloré. En 1838, il a commencé à fabriquer un petit livret qui comportait des feuilles amovibles de papier à rouler. Il a déposé le brevet de son invention en 42, c'est devenu la marque Job. Bien sûr, que nous avons racheté ensuite. Job, ça voulait dire d'ailleurs Jean Bardou. Voilà. C'est pas un O qui est entre les deux, les gens ne le savent pas. Et donc cette marque a eu beaucoup de succès, mais de son côté, mon grand-père avait fondé une marque qui a toujours énormément de succès, que le groupe ne fabrique plus parce qu'il faut pas, je pense, être dans ces activités-là, mais qui s'appelle toujours OCB, qui est connu des gens qui roulent des cigarettes. Et OCB, ça voulait dire Odec était la ville de la première usine, Cascadec la ville de la deuxième usine, et le troisième, c'était Bolloré. Donc c'était OCB. Et mon père, quand il a commencé la direction de la société, il était très ami avec Marcel Bleustein. Il a demandé à Marcel Bleustein de lui faire un slogan. Et le slogan que lui a trouvé Marcel Bleustein, qui avait fondé Publicis, c'était « Si vous les aimez, bien rouler ». Et il y avait sur le carnet à cigarette une pin-up, ce qu'on appelait à l'époque une pin-up en maillot de bain. Et alors l'évêque de Quimper, à l'époque où la Bretagne était encore très catholique, avait convoqué mon père en lui disant « Écoutez, vraiment, c'est pas bien pour un Bolloré de faire un carnet de cigarettes avec une pin-up en maillot de bain, avec évidemment ce mot très amusant d'ailleurs, et qui est à double sens si vous les aimez bien rouler. Voilà. Et il a eu beaucoup de succès, cette publicité a eu énormément de succès. Et Marcel Bleustein-Blanchet avait le génie de la pub, il avait été aussi résistant à Londres, comme votre oncle, il avait participé aux forces françaises libres. Alors, il y a quand même vos connaissances en informatique qui ont dû servir, parce que lancer un papier pour les condensadeurs, c'était pas évident à l'époque, personne n'y croyait, Michel-Yves Bolloré. Bon, les produits ont tous effectivement un cycle. Le papier, il était condamné, on le savait. Je pense que c'est mon père à qui il faut rendre ça, qui le premier a dit il faut absolument qu'on investisse dans les produits du futur. Et il a investi le premier dans une machine à faire du film, plastique, en Bretagne. Mais c'est comme tout. Il s'est retrouvé dans une situation qui était difficile parce que le papier qui disparaissait perdait de l'argent parce que c'était un vieux produit. Mais le film qui était un produit nouveau, tous les produits nouveaux perdent de l'argent, n'en gagnait pas encore.
Voilà, donc ça a été vraiment un ciseau, un très mauvais ciseau. Et nous, on a réussi à traverser encore quelques années difficiles où il fallait enterrer tout ce qui était papier et il fallait développer tout ce qui était film. Voilà. Et donc, je pense que ce que nous avons fait, c'est on a su développer, notamment, on a réussi à immédiatement créer des usines aux États-Unis qui ont été extrêmement porteuses et de faire un certain nombre de choses. Et c'est vous, justement, qui êtes parti aux États-Unis pour la branche américaine pour que ça se développe là-bas. Alors, je n'y suis pas parti de façon permanente, mais je m'en suis beaucoup occupé. Ça m'a beaucoup intéressé, les États-Unis. J'ai toujours gardé un goût pour le travail aux États-Unis, où les contacts avec les gens sont extrêmement directs, extrêmement francs. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis. J'ai toujours gardé vraiment un goût pour ça. Et je dois dire que c'est vrai que les États-Unis ont été pour nous, à l'époque, vraiment notre premier grand relais je dirais même pas de croissance, je dirais de résurrection. Enfin, oui, voilà, ça s'est passé là-bas. Je crois que 90% de votre production était aux États-Unis, était exportée. Alors, 90% de notre production était exportée, mais en général, on exportait partout. On exportait en Russie, c'était très intéressant. On exportait en Chine aussi. En Chine, exactement. Et donc, il fallait aller dans tous ces pays-là. C'était très, très intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'aller dans la Russie des années 70 pour vendre des choses là-bas. J'ai des souvenirs. Tout le monde a raconté des livres sur la Russie de Brejnev, mais c'était très, très amusant. Et puis, avec le recul, vous mesurez, Michel-Yves Bolloré, le travail accompli. Ça relève du miracle ou je pense que dans toutes les affaires, il y a beaucoup, beaucoup de chance quand même. Entre l'échec et le succès, il y a finalement une feuille de papier à cigarette, voilà. Peut-être on pourrait dire. Je crois qu'on a eu, en plus du travail, on a eu de la chance. Et oui, écoutez, je porte dessus un regard, voilà, avec des bons souvenirs. Voilà. Et des souvenirs marquants. Quelques moins bons, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est normal. En tout cas, ça a été vos premiers souvenirs. Il y en a eu d'autres. On va en parler avec une date très récente, le 24 septembre 2022. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel-Yves Bolloré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel-Yves Bolloré. Nous parlerons tout à l'heure de ce best-seller surprise, Dieu, la science, l'épreuve, chez Guy Trédaniel, qui vient même d'être publié en collector avec une édition spéciale. On a parlé de vos débuts, de votre entreprise que vous avez sauvée avec Vincent Bolloré, votre frère, la papeterie familiale par la reconversion. Je parle du 24 septembre 2022. C'est la dernière rentrée actuellement de l'école The Laurels à Londres. Et l'école The Laurels à Londres, c'est vous aussi. Alors écoutez, effectivement, à partir d'un moment où les affaires ont commencé à très bien marcher, je me suis dit qu'il fallait faire autre chose que de faire uniquement de l'industrie, des activités économiques. Et j'ai toujours été très intéressé par l'éducation et je voulais absolument m'occuper d'activités d'école. Surtout que l'école est vraiment l'endroit où se forme la jeunesse. J'ai de très, très, très bons souvenirs à mon adolescence du lycée Janson de Sailly, où j'ai découvert des professeurs absolument merveilleux. C'est eux qui m'ont certainement donné la vocation notamment pour le goût pour la science. Et je sais que le lycée Janson de Sailly, oui. Au départ, c'est né parce que le propriétaire des murs a voulu déshériter sa femme et l'a donné le lycée Janson de Sailly. Je ne le savais pas, mais c'était un endroit où j'ai des souvenirs merveilleux et la plupart de mes amis probablement datent de cette époque. Et donc j'ai trouvé que l'école était quelque chose de très très important. Par ailleurs, comme vous le savez, donc je suis catholique. Je voulais essayer de vraiment de participer à des choses qui soient à la fois des écoles avec des très bonnes formations et en même temps aussi des choses catholiques. Et donc, j'ai entrepris de créer 3 écoles. Une à Courbevoie, qui existe toujours, qui s'appelle l'école Lévin, qui est un collège de filles, avec une création nouvelle d'ailleurs de son primaire qui va arriver maintenant. Une autre à Bruxelles qui s'appelle Agnès School, où il y a aujourd'hui, je sais pas, 350 ou 400 enfants, je pense, à Bruxelles. Et puis une à Londres, où je suis, et qui est aussi une école un collège de jeunes filles. Voilà. Et donc les questions d'éducation m'intéressent beaucoup, oui. Alors je pense que dans la deuxième partie ou dans une partie ultérieure de la vie, à partir d'un certain âge, je pense qu'on cherche à être plus dans des choses qui vont être vraiment dans l'utilité collective et générale, le bien commun. Et rien n'est plus important que l'éducation. Voilà, c'est pour ça que ça m'intéresse beaucoup. Alors, ce sont des écoles catholiques pour les filles de 11 à 18 ans, c'est clair, il y a des écoles de filles, en même temps avec l'uniforme, avec tout ce qu'il faut imaginer. Pourquoi à Londres plutôt que Paris au départ ? Alors, il y en a eu 3. Il y en a une à Paris aujourd'hui. Il y a
Agnès School en Belgique, les vignes à Courbevoie. Alors Courbevoie, ça n'est pas à Paris, mais c'est la banlieue parisienne. Oui. On ne peut plus aujourd'hui créer des écoles privées en centre-ville parce que les gens ne sont plus assez, enfin, sauf des cas spéciaux, ne sont plus assez riches pour payer des écoles privées. Donc il faut faire maintenant, que ce soit dans toutes les grandes villes, c'est pareil. Il faut faire des écoles dans des banlieues où il y a des familles avec des enfants. Donc, par exemple, pour nous, Courbevoie, c'est très important. Nous pensons que c'est un endroit. Et d'ailleurs, notre école est tout à fait pleine. Il y a une liste d'attente, etc. Donc, ça, c'est très, très bien. Les Laurels, ce n'est pas... Enfin, Londres, vous savez, est absolument immense. Les Laurels n'est pas du tout en centre-ville. C'est dans une banlieue. C'est très au sud de Londres. C'est à presque en voiture, c'est à 3/4 d'heure, si je puis dire, en voiture de Londres. C'est loin. Mais ce sont des endroits où il y a des gens. Donc, voilà. Donc, ce sont des écoles, effectivement. On a rétabli... ça existait souvent en Angleterre, mais même en France et en Belgique, nous avons rétabli des choses qui sont évidentes, et je pense que tout le monde y reviendra, c'est l'uniforme. Oui. L'uniforme qui est quelque chose d'égalité, et où les enfants ne sont pas à se regarder, de savoir est-ce que tu as le dernier blue jean, les dernières chaussures à la mode, le dernier je sais pas quoi à la mode, les trucs qui valent très cher, etc. L'uniforme, c'est bon marché, c'est égalisateur, les gens n'ont plus de soucis de savoir si on cherche à regarder sur eux, si ce sont des riches, des pauvres, etc. Voilà. Donc l'uniforme est une simplification de la vie absolument formidable. Et puis aussi, je pense que les écoles non mixtes, c'est maintenant une certitude, en tout cas au niveau des collèges, c'est-à-dire au niveau de ces âges-là, on travaille mieux dans des écoles unisexes. Probablement les choses s'inversent après, mais on travaille mieux dans des écoles où les filles et les garçons sont séparés. Mais en même temps, on est en 2011 quand vous créez tout cela, c'est-à-dire à un temps où on ne parle pas du retour de l'uniforme. Vous étiez en avance sur votre temps, Michel Yves Bolloré. Oui, alors non, je dirais pas que j'étais en avance sur mon temps parce que beaucoup de gens avaient fait ça, mais je pense que maintenant, je pense qu'on est en train de se rendre compte à quel point c'est nécessaire. Mais il y a toujours des freins, et ces freins, c'est parce que c'est perçu par beaucoup de gens comme une sorte de reste ou d'héritage des écoles catholiques. Alors les gens ne voudraient pas s'y ranger, et en fait, ils ne voient pas qu'en fait c'est ça qui était bien. Mais même dans les écoles laïques, dans le temps, il y avait des blouses. Si vous regardez les vieux films, les jeunes et les enfants dans les écoles publiques, ils avaient des blouses qui étaient des uniformes. Bien sûr. Et c'était beaucoup, beaucoup mieux. Voilà. Et même dans l'école des sorciers de Harry Potter, il y a des uniformes. Mais en même temps, Voilà. c'est ce qui est important, c'est que ce que vous dites, les jeunes s'en rendent compte plutôt que leurs aînés. Oui, parce que je pense qu'il y a encore, mais il est en train de disparaître un préjugé sur l'uniforme. Mais il y a beaucoup de choses comme ça. Il n'y a pas que l'uniforme. Il y a beaucoup de choses. Je pense que nous devons revenir au fait que l'école, on doit travailler. Ouais, c'est tout, Voilà, c'est tout on doit simple. travailler, Ouais. on doit apprendre, on doit mémoriser. Il faut qu'il y ait de la discipline. Bon, la vague 68arde, j'espère qu'elle est en train de se tarir. Ça fait 50 ans maintenant, 50 et 60 ans, cette vague 68arde, qui était de dire il faut jamais contraindre les enfants, il faut pas qu'il y ait de discipline. Je crois qu'on est en train de s'apercevoir que tout ça, ça a été une fumisterie terrible qui a fait beaucoup de mal, parce que ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de jeunes qui, du coup, sont sortis des écoles ou sortent des écoles avec de mauvaises formations. Voilà. Et ils en payent le prix. Ouais. Et le prix, quelquefois, c'est même l'orthographe. Quand on voit la dictée aujourd'hui dans les écoles, moi, je viens d'un temps où c'était 5 fautes 0. Et vous aussi, je suppose. Bien entendu. Et ça n'existe plus. Alors, il faut savoir qu'en Angleterre, moi, je me suis un peu renseigné sur la rigueur de l'éducation en Angleterre. Et il y a des filles de 13 ans qui vont passer 3 mois, voire plus, dans des écoles qu'on appelle les boarding houses, où il y a la cuisine, des chambres, un salon et ça marche très, très bien. Oui, alors l'école en Angleterre est très différente effectivement de la France, parce que en France pratiquement il n'y a pas de boarding school, c'est-à-dire ce qu'on appelle des pensionnats. Oui. Ça n'existe pratiquement pas en France. Ça marche très bien en Angleterre, c'est la culture des Anglais. Bon, après, je dirais pas qu'il y en a un système qui soit supérieur à un autre. En même temps, quand on est français, créer une école en Angleterre, une école privée, c'est pas simple, Michel-Yves Bolloré. Non, c'est très très long, parce que en fait, une école fonctionne en fonction de sa crédibilité. Il faut qu'elle soit crédible vis-à-vis des parents et de sa renommée. Crédibilité, renommée, c'est à peu près la même chose. Il faut 10 à 15 ans pour créer une vraie crédibilité. C'est-à-dire de savoir, par exemple, que les parents sachent d'abord, bien entendu, qu'on y travaille bien, bien entendu, mais ensuite, c'est qu'en sortant de l'école, vous êtes admis
vos enfants sont admis dans des écoles qui continuent, qui sont aussi très bonnes. C'est-à-dire, donc, ça dépend du niveau, bien sûr. Donc, il faut créer la crédibilité, la notoriété. C'est le point clé d'une école privée. Donc, ça se met très, très longtemps. Mais une fois que c'est atteint, alors après ça marche bien. Mais il est certain qu'une école privée perd de l'argent pendant très, très, très longtemps. Mais c'était un parcours du combattant. Vous vouliez réussir ce pari. C'était un nouveau pari pour vous. Oui, parce que ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse. Et puis, si vous voulez, on fait du bien. Voilà, c'est autre chose. Voilà, bon, si vous faites du plastique à usage électrique, des batteries, c'est très intéressant. Moi, ça m'amuse beaucoup. Mais il y a un moment de sa vie où on a envie de faire des choses différentes. Voilà. Et puis, il y a la littérature. Et dans vos écoles, je sais qu'il y a une liste de livres à lire de la 6e à la 3e, où il y a aussi bien Pagnol, Kessel que Dumas et Maurice Druon. Oui, bien sûr, la littérature, c'est très important et il faut que, je pense que maintenant les gens en ont conscience, il faut qu'on revienne aux bases classiques. Il faut revenir à nos bases classiques, à toutes les bases qui ont fait la France, c'est-à-dire apprendre par cœur des poésies de Victor Hugo, c'est formidable. Ou de Prévert, oui. Voilà, mais ou de Prévert, peu importe. Tout ça, ce sont des très grands auteurs. Mais je disais Victor Hugo parce que c'est extraordinairement consensuel en France, bien sûr. Mais vous avez tout le monde, tous les grands poètes. Donc il faut apprendre, et il faut aimer le beau français, qui est une chose qui risquerait de se perdre. Et le beau français, c'est un trésor. Et si nous laissions les écoles dériver vers une dérive de l'orthographe, par exemple, de cette fameuse orthographe inclusive qui est absolument épouvantable, les gens ne se rendent pas compte que si on va dans des choses comme ça, nous perdrons le trésor qui sont toute la culture française. C'est-à-dire que dans 20 ou 30 ans, les gens ne seront peut-être plus capables de lire Baudelaire, Chateaubriand ou Victor Hugo. Ou Maurice Druon. Et moi, je me souviens quand Jean-Maurice Druon m'a raconté, quand Les Rois Maudits sont sortis, il l'a proposé à différents éditeurs. Aucun n'en voulait en disant tout ce qui est avant Louis XIII, ça marche pas du tout. On voit le résultat. Alors, il y a aussi une autre chose que vous avez fait. Vous avez investi dans une académie au Cameroun. Le Cameroun, un pays cher à celui que vous allez entendre. Yannick Noah, qui est devenu le chef de son village à Yaoundé, et quand il était enfant, sa mère a créé une école au Cameroun, à Yaoundé, dans son salon, et aujourd'hui il y a 400 élèves. C'est un exemple à suivre. Eh bien écoutez, je trouve ça très bien. Vous voyez justement, Yannick Noah, il a fait une carrière tout à fait remarquable dans le sport, dans le tennis. Après ça, il en a même fait en dirigeant des équipes. Il a très très bien réussi d'ailleurs. Et puis il m'a fait, j'allais dire, je fais un peu comme lui. Il y a un moment où on a envie de faire autre chose et on a envie de faire des choses qui soient vraiment utiles à de nombreux gens. Et donc finalement, on a eu la même idée tous les deux. Et je trouve que ce qu'il fait, c'est très bien. Il a fait cette école au Cameroun. Vous savez que nous, on a travaillé pas mal en Afrique parce qu'on avait des activités en Afrique. Moi, j'y étais à une époque assez souvent. Et l'Afrique de cette époque-là était magnifique. Il y avait plein de choses très très bien. Je pense qu'il faut continuer à essayer. Là aussi, l'éducation, c'est la base. Voilà, c'est la base de tout. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait du développement, il faut qu'il y ait de l'éducation. Parce que l'éducation n'est pas uniquement une éducation de culture et de contenu. C'est aussi une éducation de ce qu'on appelle les valeurs et les vertus. Vous voyez, je pense que les gens me sauteraient à la gorge quand on prononce le mot valeur ou vertu, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus démodé? Qu'y a-t-il de plus démodé et d'ancien, ou même de vieux jeu que valeur et vertu? Mais c'est comme l'uniforme. Sans vertu, sans valeur, un pays s'écroulera forcément. Et Cocteau disait, la mode, c'est ce qui se démode. Donc, vous suivez cet exemple. Voilà, exactement. Et vous avez aussi créé, je crois, Michel-Yves Bolloré, une académie de langue ancienne à Jérusalem, Poly. Je vois que vous êtes très, très bien renseigné. Effectivement, ça, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Je suis très intéressé par l'histoire d'Israël, par tout ce qui se passe en Palestine. Je pense que c'est très, très intéressant. Bon, l'hébreu, c'est notre matrice à tous. Hein. Voilà, l'hébreu, la Bible, etc. Évidemment, c'est les fondements du christianisme. Et j'ai eu l'occasion, je suis ami avec un type formidable qui s'appelle Christophe Rico, qui est le directeur d'un institut à Jérusalem, et qui, je sais pas, il parle 6 langues mortes lui-même. Alors, il m'attrape toujours en me disant que ce ne sont pas des langues mortes, que ce sont des langues vivantes, il a raison. Puisque l'hébreu, naturellement, a été ressuscité, bien sûr, mais aussi le grec, etc., et même le latin, puisque le latin est quand même la langue de l'Église.
Donc, il y a cet institut qui est très intéressant, qui accueille des gens qui ont terminé leurs études, mais qui veulent apprendre des langues anciennes, dont l'hébreu, bien sûr, l'hébreu, le grec ancien, l'araméen aussi, c'est très important, l'arabe, et voilà, un certain nombre de langues. Et donc, dans cet institut qui est à Jérusalem, dans la vieille ville, il y a un truc qui se développe et qui, je pense, est très très bien. Voilà. Et il y a d'autres choses qui ont fait école, en particulier votre livre, dont on va parler à travers une autre date, le 13 octobre 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Michel Yves Bolloré. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Michel Yves Bolloré. Et le 13 octobre 2021 est sorti un livre que vous avez signé avec Olivier Bonnassy qui s'appelle Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution chez Guy Daniel. Un livre de 600 pages qui est aujourd'hui un best-seller, qui sort maintenant en édition collector avec des témoignages supplémentaires, ce que vous n'auriez jamais imaginé. Non, on n'aurait jamais imaginé ça parce que ce livre nous passionnait tous les deux. Ça, c'est clair que moi, c'est un sujet qui m'intéresse depuis, j'allais dire, vraiment mon adolescence. J'aime énormément les découvertes, les histoires de découvreurs, que ce soit scientifique ou non scientifique. Je trouve passionnant la vie de Christophe Colomb. Je trouve passionnant la même chose pour Magellan, mais aussi pour les Grecs ou les Égyptiens qui ont découvert des savoirs extraordinaires des centaines d'années avant la naissance du Christ. Donc, je trouve que toutes ces histoires-là sont formidables. J'ai beaucoup aimé la science, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et alors, en plus de ça, évidemment, de voir que la science, au XXe siècle, s'est mis à rejoindre la question de l'existence de Dieu, c'était, je trouve, pour moi, quelque chose de vraiment absolument extraordinaire. Et j'avais cette envie depuis vraiment toujours de faire quelque chose sur le sujet. Si j'avais été seul, j'aurais jamais pu le faire parce que c'est un travail énorme. Et il se trouve que j'ai eu la chance de rencontrer Olivier Bonnassy qui avait exactement la même envie, la même passion. Voilà. Et donc, c'est par une succession de hasards, on a fini par y arriver. Olivier Bonnassy, je crois que vous l'avez rencontré lorsqu'il y a un site internet qui a été créé qui s'appelle Alléluia. Aletheia. Aletheia, oui. Alors en fait, il m'a demandé de participer au site Aletheia, qui est une chose qui est un site qui est le premier site catholique de monde en ligne aujourd'hui, puisque je pense qu'il est diffusé en 6 ou 8 langues, quelque chose comme ça. Donc c'est quelque chose qui a très très bien réussi. C'est une très bonne réalisation. Et à l'occasion des choses que nous avons faites ensemble, on en a fait 2 ensemble. On a fait Aletheia et puis on a fait une autre chose en Israël. On a fait enfin c'est surtout lui qui s'en est d'ailleurs en fait occupé. Il a fait un site qui s'appelle Marie de Nazareth là-bas, qu'il a fait à Nazareth même en Israël. Nous avons souvent discuté tous les deux ensemble. Voilà, Olivier est quelqu'un de très intéressant parce que il est polytechnicien et quand il était à Polytechnique, il était tout à fait athée. Il était absolument incroyant. Et il a commencé à lire par hasard un livre sur les preuves de l'existence de Dieu. Il a pensé que c'était pour une blague et que ça allait le faire plutôt rigoler qu'autre chose. Et puis il l'a lu, il s'est vu que c'était très très sérieux. Il a commencé à étudier tout ça. Et au bout de 2-3 ans d'études, il s'est converti et est devenu catholique. Voilà. Donc c'est une vie. Et alors non seulement il était catholique, mais après il a converti toute sa famille. Il y avait personne de croyant dans sa famille. Donc il avait 4 frères et sœurs. Il a converti toute sa famille et son frère, non seulement son petit frère, est aujourd'hui curé à Argenteuil, curé diocésain à Argenteuil. Donc vous vous rendez compte, le travail qu'il a fait, c'était absolument extraordinaire. Et puis évidemment, c'est très intéressant je pense que c'est plus intéressant son histoire que la mienne, parce que nous, les Bretons, on était catholiques, j'allais dire, pratiquement en naissant tous. Donc moi, je n'ai jamais eu de question de foi, ça s'est jamais passé pour moi. C'est plus intéressant pour lui parce que c'est quelqu'un qui montre que, si vous voulez, la science peut convertir quelqu'un aujourd'hui. Voilà, donc de ce point de vue-là, c'est quelqu'un de très intéressant. Alors, un jour, vous avez décidé d'écrire ce livre. C'était un travail totalement surréaliste, 3 ans de travail. Comment est venue l'idée d'aller jusqu'au bout de cette aventure ? Alors, c'est très amusant, l'idée d'aller jusqu'au bout de cette aventure, c'est une erreur. Voilà. Alors, cette erreur, c'est qu'on a cru qu'on pourrait le faire en 1 an. Et donc, dans 1 an, ça, c'était dans mon budget. C'était dans les choses que je pouvais faire, oui. d'y consacrer 1 an. Et Olivier aussi. Donc, on a cru qu'on allait y mettre 1 an. En fait, on s'est lourdement trompé. Puisque nous avons mis plus de 3 ans et demi pour le faire, avec l'aide de 20 personnes. Donc, si vous voulez, c'est un travail considérable. Il y a 550 notes de bas de page, il y a 2500 chiffres ou nombres, il y a plusieurs centaines de savants qui sont cités, il y a 100 citations de prix Nobel de sciences. Enfin bon, voilà, c'est un travail, une compilation considérable. Et j'espère amusante quand même. Voilà, mais il fallait surtout rencontrer ces personnalités, ces savants, et qu'ils vous donnent du temps pour répondre à vos questions.
Tout à fait. C'est pour ça que nous avons eu beaucoup besoin d'avoir beaucoup de gens pour nous aider, et notamment des gens qui connaissaient ces personnes, puisque nous ne les connaissions pas. Donc, c'est pour ça que ça a pris beaucoup de temps. Mais effectivement, nous avons dans les remerciements un très bon nombre de scientifiques. Dans l'édition collector, nous avons 15 personnalités qui viennent expliquer pourquoi elles aiment le livre. Donc, dans ces personnalités qui aiment le livre, c'est très intéressant parce qu'il y a de tout. Il y a une page par un franc-maçon remarquable qui nous a accueillis à la Grande Loge nationale de France, où il y avait 500 personnes pour nous écouter. C'était formidable. Et qui est un spécialiste de la littérature de la Renaissance française. Nous avons fait une couverture d'un magazine en Israël, Time Israël. Donc il y a une page d'un juif, il y a une page d'un musulman, puisque nous avons fait une émission sur Beurre FM, qui est la première radio FM musulmane en France. Et la vidéo qui a été tirée de cette interview a fait, à ce jour, on peut le retrouver sur notre site, 1 400 000 vues. Donc, pour des musulmans. Et les musulmans sont très intéressés par notre livre, parce que, comme ils nous l'ont dit plusieurs fois, ils n'ont pas de livre de science sur ce sujet. Et Olivier Bonassi revient là, à l'instant d'Abu Dhabi. Il a été invité aux Émirats Arabes Unis par l'émir d'Abu Dhabi, où il a fait 2 jours de conférence là-bas. Il a eu un accueil formidable à Abu Dhabi, je veux dire, avec des centaines et des centaines de gens qui sont venus l'écouter dans les Émirats. Lorsque nous avons fait la conférence à Gavo, nous avons eu l'imam des imams français, l'imam Chalgoumi, qui est venu nous voir. Donc, notre livre a beaucoup de succès auprès des musulmans, absolument, c'est tout à fait vrai. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez beaucoup travaillé, sans imaginer le résultat. Comment expliquez-vous ce succès aujourd'hui, après un an de sortie du livre, Michel-Yves Bolloré ? Eh bien, paradoxalement, je pense que c'est la déchristianisation de la France qui est l'une des raisons du succès. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a eu un sondage qui est paru il y a 1 an exactement, de l'IFOP, disant qu'une légère majorité des Français sont complètement incroyants, ne croient plus du tout à l'existence de Dieu. Et alors donc, ça se passe dans les familles. Si vous voulez, vous avez dans une famille de 4 ou 6 personnes, 2 qui croient, 2 qui croient pas, 3 qui croient, 3 qui croient pas. Et voilà, alors ça crée une sorte de division, ça crée des inquiétudes, les gens veulent en savoir plus. Je pense qu'au fond, finalement, une des raisons, c'est ça. Puis la deuxième raison, c'est quand même que finalement, les gens se posent la question de savoir s'il y a une vie après cette vie. Alors ça, c'est quelque chose, un thème qui revient souvent. Les gens sont très intéressés par cette question-là. Et nous, notre livre n'est pas un livre de religion, c'est pas un livre de foi. Nous parlons toujours de Dieu créateur avec un petit d. Donc c'est le Dieu créateur de qui veut. C'est pour ça que notre livre a été très bien accueilli aussi bien par les juifs, par les musulmans, ou les orthodoxes, ou les protestants d'ailleurs. Et les gens veulent savoir si leur vie se termine à la mort ou pas. Il y avait Raymond Moody qui avait écrit le premier livre, La vie après la vie, qui avait été traduit, on le sait peu, par Paul Misraki, qui est l'auteur de chansons célèbres comme Tout va très bien, Madame la Marquise, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux, et ça avait complètement, il était juif, il s'était converti à la suite de la sortie de ce livre. Alors, il y a énormément de gens qui sont très, très intéressés. On a failli faire un chapitre dessus, mais le livre est trop long, sur ce qu'on appelle les EMI, les expériences de mort imminente, qui sont extrêmement nombreuses, extrêmement toutes convergentes. C'est-à-dire que les gens racontent tous exactement la même chose. C'est même arrivé à un grand scientifique américain d'avoir une EMI. Tous les gens racontent exactement la même chose. Ils ont tous une très très forte sensation qu'il y a une présence lumineuse et aimante qui les attend à la sortie à la mort. Et donc, je pense que les EMI, c'est une raison de croire en Dieu, certainement. Voilà. Il y a aussi une chose très importante, Michel-Yves Bolloré, c'est que vous n'avez pas voulu faire un livre de spécialistes, mais un livre compréhensible par tous. Ah oui, alors ça, vraiment, ça nous a pris beaucoup de temps, mais ça, c'est essentiel. Notre livre, il est lisible à partir de 15 ans. On n'a besoin d'aucun diplôme. Les chapitres sont indépendants, c'est-à-dire qu'on peut lire un chapitre, sauter un chapitre, lire le suivant. On peut commencer le livre au milieu, ou même par la fin, et le livre, j'allais dire, en arrière. Les chapitres sont indépendants, et nous avons énormément travaillé pour mettre des analogies, des images, des explications, pour que ce soit accessible par tout le monde. Et ce que nous avons fait surtout, c'est que comme en même temps il est très exact sur le plan technique, nous avons mis en note de bas de page les explications techniques pour que ceux qui veulent avoir des explications techniques en disposent aussi. En même temps, c'est un sujet qui a été 1000 fois traité, mais c'est rare qu'il y ait autant de succès. Et est-ce que c'est dû au moment, à cette époque, ou est-ce que parce que le livre est simple et il a du succès? Alors je pense, rétrospectivement, parce qu'on ne s'en était pas avant, je pense qu'on est tombé sur la bonne... vous savez, les cocktails de plage. Vous savez, les cocktails de plage, il y a ce qu'on appelle des recettes.
On se demande comment est fait tel ou tel cocktail de plage. Il faut qu'il y ait de la tomate, du gin, des épices. Il faut qu'il y ait voilà, un peu de salade verte, du citron, des oranges. On rajoute je sais pas quoi. Bon. Et donc, il y a une recette qui fait qu'un cocktail de plage est extrêmement agréable et intéressant et même bon, il fait plaisir. Je pense qu'on a probablement trouvé une recette qui est assez bonne, c'est-à-dire que le livre est très accessible, il est facile à lire, tout le monde nous le dit, il est vraiment... il y a eu beaucoup de choses dans le livre qui sont, par exemple, on met toutes les citations en bleu, il y a beaucoup d'espaces, paragraphes, etc. Il y a beaucoup de renvois vers des notes aussi. Et donc, je pense qu'on a trouvé une note entre l'accessibilité, une formule entre l'accessibilité et l'exactitude. Ça, c'est l'homme qui a créé des écoles qui a pensé à faire ça, non? Peut-être, voilà, l'accessibilité et l'exactitude, c'est un chemin de crête, c'est-à-dire que ce sont deux choses différentes, mais il y a une intersection entre l'accessibilité et l'exactitude, et ce chemin de crête un petit peu difficile qu'il fallait suivre, et je pense j'imagine qu'on a dû réussir un peu, puisque, voilà, le public a aimé. Oui, et le public continue à aimer. Alors, il faut savoir aussi que ce livre, vous donnez des théories, mais vous ne donnez pas d'explications, vous ne portez pas de jugement. C'est au lecteur d'être le juge de ce que vous écrivez, Michel-Yves Bolloré. Oui, je pense que c'est très important, même si, bien évidemment, il est clair à travers le livre que ce livre a été écrit par deux chrétiens. Bon, ça, on ne s'en cache pas du tout. Mais nous avons presque tout le temps appelé Dieu créateur avec un petit d, un petit c, pour bien montrer qu'on essaie de savoir, est-ce qu'il existe un horloger? Si vous voulez, l'univers est magnifique. Voilà. Si on n'est pas... Je pense que tout le monde est frappé en voyant le cosmos par la beauté de la voûte, des étoiles, la nuit. Si on tombe pas baba d'admiration, c'est vraiment, on n'est rien. Bon. Et de penser que à la fois la science et la beauté du cosmos peuvent se rejoindre vers une conclusion, c'est qu'il existe nécessairement un grand horloger à cette magnifique horloge. Je pense que ça, c'est passionnant. Et en même temps, vous évoquez des sujets qu'on connaît, mais qu'on ne connaît finalement pas, comme le Big Bang. Vous partez d'une théorie que le grand public ne connaît pas, d'Alan Guth en 79, qui a dit « Nous serions là par hasard au milieu d'autres univers », Michel-Yves Bolloré. Alors ça, c'est en fait, il y a quand je crois que la théorie du Big Bang est bien connue. Le Big Bang d'ailleurs est un mot populaire, il n'est pas utilisé en science. Donc ce qu'on appelle une singularité, le début de notre univers. Il y a des gens qui ont dit, voilà, cet univers, c'est le début de cet univers, mais il y a des scientifiques qui ont dit oui, mais peut-être que notre univers, il est l'enfant d'un autre univers, qui est lui-même l'enfant d'un autre univers, qui lui-même a accouché encore d'un autre, et d'une série infinie. Mais puisque vous citez ces trois scientifiques très récents, Guth, Borg et Vilenkin, eux, ils ont fait la démonstration qu'il ne pouvait pas y avoir une suite infinie d'univers, et donc, finalement, c'est la réfutation qu'il puisse y avoir une suite infinie d'univers. Donc, il y a une seule chose aujourd'hui dont on est sûr, c'est qu'il n'y a pas une suite infinie d'univers. Et donc, même s'il y a plusieurs univers les uns derrière les autres, il y en a forcément un qui a commencé. Vous avez appris beaucoup de choses en écrivant ce livre, Michel-Yves Bolloré? Oui, énormément. Et alors ça m'a vraiment satisfait pleinement parce que c'était exactement moi ce que j'aimais. Donc voilà, j'ai fouillé comme un fouilleur de trésors qui aurait découvert, si vous voulez, les gens qui arrivaient sur les plages des nouveaux pays. Ils fouillent des plages et puis ils trouvent des coffrets avec des bijoux et de l'or, etc. Enfin, c'est pareil, quoi. Mais voilà. Personne ne l'a fait de façon aussi simple et claire que vous avez faite. Parce qu'on y a mis, je pense qu'on y a mis beaucoup d'amour, on y a mis beaucoup de plaisir, et je pense que et l'idée qu'il fallait que ça soit vraiment que tout le monde puisse participer à ce plaisir-là. Et en même temps, c'est le point de départ d'autre chose. Maintenant que ce livre a du succès et il est fait, qu'est-ce que vous allez faire maintenant, Michel-Yves Bolloré? Alors bien, il y a beaucoup de choses, mais essentiellement, ce qui est un très gros travail, de le transposer en langues étrangères. C'est pas simple. Non, c'est très compliqué parce que d'abord il est très long et c'est un langage technique. Il faut bien sûr traduire. Il faut retrouver toutes les citations. Nous avons énormément de citations dans notre livre. Je sais pas, il y en a 300 ou 400 dans le livre. Il y a 300 ou 400 citations référencées. Il faut donc retrouver des références qui ne soient pas des références françaises. Il faut les retrouver dans leur jus anglo-saxon. C'est un énorme travail. Donc voilà, on en a pour pas mal de temps encore. Et vous allez continuer le plus longtemps possible. Oui, parce que le travail, si on rejoint avec l'enfance, finalement, j'ai découvert à Janson de Sailly que le fait de travailler, c'était très enthousiasmant et d'apprendre et de faire des choses. Donc, il n'y a aucune raison, tant qu'on est en bonne santé, de s'arrêter. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et de permettre aux autres d'apprendre à travers ce livre, Dieu, la science, l'épreuve, l'aube d'une révolution, que vous signez avec Olivier Bonassi. Il existe maintenant la version collector, l'édition collector chez Guy Trédaniel. Je le conseille à celles et ceux qui nous écoutent, parce que c'est à la fois passionnant et simple.
Merci Michel Bolloré. Merci beaucoup. Merci, Jacques. Continuez comme ça, l'univers Merci est grand, beaucoup. vous avez encore beaucoup de travail. J'espère. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.